tous à ce programme intitulé l'ASPAT Séminaire. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter ce cycle de séminaire consacré à une question aussi bien essentielle que sensible, le handicap. Il s'agit d'une initiative portée par le LASPAT. Tout d'abord, permettez-moi de présenter le LASPAT. L'ASPAT, ou Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire basé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il mène des recherches dynamiques sur des thématiques majeures comme la démocratie, la bonne gouvernance, l'intelligence artificielle, le terrorisme ou encore le handicap. Dans ses activités, le laboratoire accorde une importance particulière à la formation des jeunes chercheurs et au partage du savoir. Ainsi, les séminaires organisés dans ce cadre visent à valoriser les recherches des doctorants tout en ouvrant le dialogue entre la communauté universitaire et le grand public. La présentation du laboratoire est en fait. Permettez-moi à présent de me présenter. Je me nomme Pape Samba Sidibé, doctorant en deuxième année à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où je mène mes recherches doctorales sur la protection des personnes handicapées au Sénégal. Aujourd'hui, le thème que nous abordons, genre et handicap, problématique de la double discrimination, nous invite à porter une attention particulière sur la situation des femmes et des filles en situation de handicap. Ces dernières sont souvent confrontées à des formes croisées de discrimination, violences basées sur le genre, harcèlement, difficultés d'accès à l'éducation, frein à l'autonomisation, exclusion sociale, obstacles à l'insertion professionnelle. Ainsi, ce séminaire est une occasion précieuse de croiser les regards entre recherche académique et expérience de terrain, afin de mieux comprendre les réalités et de réfléchir ensemble à des solutions concrètes et inclusives. Pour nous aider à mieux explorer ces questions complexes et fondamentales, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui un pionnier de la défense des droits des personnes handicapées, Monsieur Yatma Fall. Juriste et expert en inclusion, Monsieur Fall est formateur en droit des personnes handicapées à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis plus de 30 ans, il est l'une des voix les plus constantes et les plus écoutées du plaidoyer pour l'inclusion en Afrique comme au niveau international. Il a été membre du comité ad hoc des Nations Unies chargé de rédiger la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006. Aujourd'hui, texte de référence mondial en matière de droits humains. Il a également contribué à l'élaboration du protocole de l'Union africaine sur les droits des personnes handicapées et du plan d'action de la CEDEAO sur le handicap. Actuellement membre du groupe des experts de l'Union africaine, il préside la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées, après avoir dirigé pendant plus de 10 ans la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Il siège aujourd'hui au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale des personnes handicapées en tant que représentant de l'Afrique. Cette biographie, aussi remarquable que non exhaustive, illustre avec éloquence la trajectoire d'un acteur de premier plan dont l'engagement indéfectible et l'expertise reconnue ont profondément marqué l'évolution des droits des personnes handicapées, tant en Afrique qu'à l'échelle internationale. Je vous invite donc à l'écouter attentivement, car ces propos sont le fruit d'un engagement rare et d'une expertise
précieuses. Monsieur Fall, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Encore une fois, c'est pour moi un grand honneur d'avoir l'opportunité d'apporter une petite contribution aux activités du LASPAT, un laboratoire qui, pour moi, est extrêmement important dans l'architecture de recherche, tant au Sénégal qu'en Afrique. Donc, c'est vraiment, je suis très honoré de devoir participer à l'animation de ce séminaire qui porte, comme vous le savez, sur la double discrimination concernant les femmes handicapées, ce qui est effectivement une préoccupation majeure dans les combats que les organisations de personnes handicapées, mais également les sociétés qui tendent à évoluer, sont en train de mener. Alors, je vais partager mon écran. C'est le genre et le handicap, la double discrimination. Comme je disais donc, c'est un thème très préoccupant qui fait bouger beaucoup de monde, particulièrement les personnes handicapées dans leurs organisations, mais également comme l'ASPAT, les laboratoires de recherche et les différents acteurs engagés dans la lutte pour la promotion des personnes handicapées. Alors, le handicap, comme vous le savez, est toujours envisagé sous l'angle de l'exclusion sociale, des obstacles et de l'accès limité aux droits. Le genre également met en exergue souvent les inégalités entre hommes et femmes. Et quand ces deux types de discrimination se rencontrent, on parle de double discrimination. Une discrimination donc qui procède, une double discrimination plutôt qui procède de la limitation de participation de la personne handicapée du fait de son statut de personne handicapée, mais également une limitation de participation de la femme du fait de son statut de femme. Parce que, comme vous le savez, nos sociétés sont des sociétés patriarcales, souvent où l'homme est généralement mis au-dessus de la femme en termes de participation d'une manière générale. Et donc, la double discrimination, c'est quand ces deux types de discrimination se retrouvent à la fois sur une personne donnée. Et c'est le cas justement pour les femmes handicapées qui sont discriminées parce que handicapées, mais qui sont également discriminées parce que femmes, ce qui est une réalité que nous rencontrons de manière quotidienne. Et l'intersection qu'il faut faire entre le patriarcat, qui est donc coupable des inégalités de genre, et la stigmatisation du handicap, comme je l'ai dit tout à l'heure, donne donc la double discrimination. Et s'agissant maintenant
de la personne handicapée, de la femme handicapée, elle en souffre. Elle en souffre et c'est un poids lourd, très lourd, que ces femmes handicapées portent. Et le résultat, c'est qu'elles sont souvent écartées, elles sont souvent euh, mises de côté. Alors, comment elles sont mises de côté? Comment elles sont écartées? Le genre comme vecteur d'inégalité, les normes sociales et culturelles, comme vous le savez également, assignent des rôles différents entre les hommes et les femmes. Et le handicap également est un facteur d'exclusion. Les deux, comme nous l'avons dit tout à l'heure, constituent donc la double discrimination dont sont victimes les filles et les femmes handicapées. Résultat, aujourd'hui, l'analyse qui a été faite sur les difficultés d'une manière générale que rencontrent les personnes handicapées révèle 4 difficultés particulières auxquelles les personnes handicapées sont confrontées. C'est d'abord toutes les difficultés liées à l'accès aux services de santé, à l'appareillage et aux services de réadaptation. C'est ensuite toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation pour les personnes handicapées. C'est ensuite toutes les difficultés liées à l'accès à l'emploi et à l'insertion. Et enfin, c'est toutes les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et à l'accessibilité. Quand nous prenons la santé, souvent, on se rend compte que, d'une manière générale, les personnes handicapées ne sont pas prises en compte dans les programmes de prévention. Elles ne sont pas prises en compte dans les équipements médicaux. Elles ne sont pas prises en compte dans le cadre des curricula de formation des personnels de santé. Et l'une des problématiques qui a été souvent soulevée par les femmes handicapées est liée justement à la santé de la reproduction, à la santé sexuelle, à la santé de la reproduction. Nous avons toujours sur le terrain rencontré des femmes handicapées qui avaient des difficultés, par exemple, quand elles étaient en maternité, à trouver dans nos structures de santé des équipements adaptés à leurs conditions pour pouvoir accoucher convenablement, sans risque et sans difficulté. Parce que simplement, comme nous l'avons dit, les personnels de santé ne sont pas formés et préparés à ce type de patients, mais également les équipements disponibles également ne permettent pas de bien les prendre en charge. C'est le cas également, par exemple, quand il s'agit de certaines maladies difficiles, sensibles, qui requièrent la confidentialité. Également, ça pose problème. Parce que en matière de santé, on parle beaucoup de counseling. Il y a des choses, cela ne concerne que le soignant et le patient, qui doivent pouvoir discuter entre eux. Par exemple, quand une femme handicapée, se retrouve infectée au VIH, par exemple,
Le counseling se passe entre le soignant et la femme concernée. Mais si la femme concernée, par exemple, est une femme sourde, comment le médecin va communiquer avec elle? C'est une donc des manifestations de la non prise en compte justement de cette cible dans nos services de santé. À tout cela maintenant, il faut ajouter la difficulté donc d'accéder aux appareils, aux aides techniques hein, qui améliorent, qui peuvent améliorer leur participation. Ensuite, les problèmes liés également à l'éducation. Généralement, les personnes handicapées sont exclues du système éducatif. Non pas parce que c'est la législation, non pas parce que on n'a pas dit qu'elles ne doivent pas aller à l'école, mais parce que aucune disposition particulière n'est prise pour leur permettre de participer pleinement et donc de pouvoir fréquenter l'école comme les autres. Là également, les causes sont multiples, mais on peut en retenir quelques-unes. Comme les personnels de santé également, les enseignants, souvent, dans leur curricula de formation, ne sont pas toujours aussi préparés à prendre en charge, par exemple, des apprenants handicapés. Ensuite, nos structures, nos établissements de formation, nos établissements scolaires, etc., également, sont souvent conçus et construits en ne prenant pas en compte le fait qu'il peut, même il doit y avoir des apprenants handicapés. Il y a aussi la question du matériel didactique qui est utilisé à l'école. Parce que à l'école, un enfant aveugle n'a certainement pas besoin d'une craie, d'une ardoise, ni de tableau, ni de feuilles, ni de stylo. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Mais à la place, il peut parfaitement étudier, faire ses cours avec un matériel didactique adapté. Et ce matériel, justement, est très peu accessible. Donc, toutes choses qui font que les personnes handicapées sont quasiment exclues du système éducatif. Et quand on dit que les personnes handicapées sont exclues du système éducatif, il faut multiplier cette exclusion-là par deux quand il s'agit des femmes, pour les raisons que nous avons dit tout à l'heure, voilà, pour des raisons liées à des croyances, fausses croyances culturelles, à certaines traditions qui font que souvent la femme ne va pas à l'école, mais quand elle est handicapée, c'est encore, voilà, davantage de raisons pour la retenir à la maison. Le résultat, c'est que les femmes et les filles handicapées sont les moins éduquées et donc les moins préparées à participer à la marche de nos sociétés. Ensuite, il y a maintenant la difficulté d'accéder à un emploi, en quelque sorte à avoir une autonomie financière. Et c'est normal, parce que si vous n'avez pas l'opportunité ou la possibilité d'aller à l'école, si vous n'avez pas également, si on ne vous offre pas la possibilité de pouvoir vous former, évidemment, vous n'avez pas de métier, vous n'avez pas de connaissances. La conséquence est que vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler. Et il y a, quand nous prenons le cas du Sénégal, des programmes, TER, FONGIP, etc., qui sont faits pour accompagner
les jeunes d'une manière générale en matière d'insertion. Mais ces programmes, excepté peut-être le FONGIP qui vient de lancer récemment une ligne spécifique dédiée aux personnes handicapées, donc excepté cela, généralement également, ces programmes ne prennent pas en charge le handicap. Résultat, aujourd'hui, vous allez à Dakar, dans les grandes villes du Sénégal, et même un peu partout en Afrique, les rues sont bondées de jeunes femmes handicapées en âge de production, mais qui s'adonnent à la mendicité. Parce qu'elles n'ont pas de métier, elles n'ont pas été formées, on ne leur a pas offert l'opportunité de le faire par un système éducatif d'exclusion de fait. C'est également d'autres difficultés liées à l'accessibilité d'une manière générale. Nos pays, le Sénégal particulièrement, s'est lancé ces dernières années dans la construction de grandes infrastructures, des autoroutes, des ponts, des autoponts, le TER, le BRT, etc. Toutes choses, comme on le dit, qui doivent nous mener vers l'émergence. Mais il ne faut jamais perdre de vue que ces infrastructures destinées à l'usage des citoyens, il ne faut pas perdre de vue que parmi ces citoyens, il y a des citoyens handicapés et qui doivent également les utiliser. Mais ce n'est pas souvent le cas et donc ne sont pas toujours pris en compte dans ces programmes de construction. Et les exemples foisonnent à Dakar. Aucun pont, par exemple, à Dakar, aucun autre pont, la corniche à Dakar, rien de spécifique n'est prévu pour, par exemple, permettre aux personnes handicapées de pouvoir traverser, etc., et donc pouvoir participer, sans compter les autres types d'équipements, les autres bâtiments publics ou au service du public qui ne prennent pas en compte non seulement le handicap, mais également euh, tous les types de handicap. Les aveugles, les non-voyants, les malvoyants, les sourds, etc., qui doivent également, par exemple, utiliser les ascenseurs, voilà, pour aller dans des services, etc. C'est également une autre manifestation de cette double discrimination. Il y a également que, d'une manière générale, nous, dans nos sociétés, les femmes se plaignent du fait que leur voix n'est pas toujours entendue. Et cette plainte devient double quand il s'agit d'une femme handicapée. Les femmes handicapées ne sont pas du tout, pas du tout la préoccupation de nos politiques publiques. Ce qui fait que on n'entend pas souvent leur voix, elles ne participent pas dans certaines instances de décision, même si au Sénégal, la législature en cours consacre l'élection d'une femme handicapée sur fauteuil roulant à l'Assemblée nationale. Il y a quelques années également, nous avions une femme sourde qui était au Conseil économique et social. Nous avions eu également une autre femme handicapée qui était conseillère à la présidence de la République. Mais excepté ces cas rares, d'une manière générale, les femmes handicapées ne sont pas représentées et bien représentées dans les instances citoyennes. Maintenant, les organisations de personnes handicapées ont fait un travail depuis quelques années qui a permis que aujourd'hui,
dans certaines localités, hein, lors d'élections locales, etc., des personnes handicapées, et particulièrement des femmes handicapées, sont élues dans des conseils municipaux ou conseils départementaux. Je prends le cas de Louga, par exemple, où nous avons une adjointe au maire qui est handicapée. Mais généralement, à part donc ces quelques exceptions, les femmes handicapées sont exclues du système de représentation nationale du fait donc de leur statut de femme et de leur statut de personne handicapée. Or, pourtant, le Sénégal, comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la plupart, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ils ont également ratifié la Convention sur les droits des femmes, également le traité de Maputo, qui sont des textes fondateurs qui consacrent également les droits des femmes handicapées et qui et auxquels nos États ont souscrit, sur lesquels également nos États ont pris des engagements. Le Sénégal également, en dehors de ces textes internationaux, a sa loi d'orientation sociale, qui également fait, si je puis m'exprimer ainsi, un clin d'œil aux femmes handicapées. Donc, malgré l'existence de cet arsenal juridique, peu d'efforts, vraiment très peu d'efforts, sont faits. Ce qui fait que une étude qui a été faite il y a quelques années sur la prévalence du VIH chez les personnes handicapées, cette étude a montré que les femmes handicapées, du fait aussi de leur vulnérabilité, avaient un taux d'infection qui doublait, voire triplait la moyenne nationale et qui était également beaucoup plus élevé que chez les hommes handicapés. Leur vulnérabilité et certaines croyances font que souvent elles sont victimes de violences sexuelles. Nous sommes en Afrique, les gens pensent que quand vous avez des relations avec une femme handicapée, ça peut donner le pouvoir ou ça peut donner la richesse. Et souvent, les femmes handicapées sont victimes de ces situations. Certaines personnes aisées n'hésitent pas à les trouver là où elles sont en train de manger, de les prendre et donc d'essayer d'avoir ce type de rapport avec elles. Et souvent, elles s'en sortent avec des infections. Cela également, c'est une conséquence de l'état de vulnérabilité de ces femmes. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu un scandale ici au Sénégal, un groupe qu'on appelait Homme Choc, groupe Homme Choc, un groupe dans lequel, voilà, de personnes ou des personnalités étaient donc en train de s'organiser en disant que avoir des relations sexuelles avec une femme handicapée sur fauteuil ou bien albinos, etc., pouvait aider à avoir le pouvoir ou pouvait également aider à devenir riche. Donc voilà un peu la situation des personnes handicapées, des femmes handicapées, malgré donc, comme je l'ai dit, l'existence de textes qui sont pourtant clairs et des textes auxquels nos États, le Sénégal particulièrement, a souscrit. Mais ici, ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre. On a dit toujours une chose est de ratifier, une chose est de légiférer, mais une autre également est de mettre en œuvre les textes
que nous élaborons ou que nous ratifions. La loi d'orientation sociale au Sénégal date de 15 ans maintenant. Mais depuis 15 ans, aucune mesure concrète en matière de texte d'application n'a été prise, à part un ou deux décrets qui sont venus juste régulariser une situation. Comme le décret qui régularise donc la RBC, la réadaptation à base communautaire, qui déjà dans le fait existait, mais également le décret qui permettait de faire les cartes d'égalité des chances. Cartes dont le détenteur handicapé devait avoir un accès beaucoup plus facilité à certains services sociaux, notamment à 7 services énumérés dans la loi, et donc pour faciliter leur participation. Si la carte d'égalité des chances a été effectivement une réalité et a été d'ailleurs très bien conçue dans sa forme comme dans son fond, parce que c'est une carte qui a deux fonctions essentielles. La fonction d'identification de la personne handicapée et la fonction de service, autrement dit de protection pour les personnes handicapées. Alors, la difficulté générale que nous avons dans le domaine du handicap, c'est la disponibilité de statistiques fiables. La disponibilité de statistiques fiables, de statistiques déjà agrégées et de statistiques bien ventilées. Et comme vous le savez, une bonne maîtrise des statistiques permet effectivement d'élaborer de très bonnes réponses en termes de politique. C'est pourquoi lorsqu'on concevait et qu'on élaborait la carte d'égalité des chances, on lui avait donné cette fonction d'identification. Parce que si toutes les personnes handicapées au Sénégal avaient la carte et les renseignements dessus, on aurait vite avoir les données fiables, sûres sur le handicap. On aurait su quel est le nombre exact de personnes handicapées. Parmi ces personnes, quel est le nombre exact de femmes handicapées? Quel est le nombre exact de filles handicapées? Et quel est également le nombre exact d'enfants handicapés? Comment, donc, ils sont répartis par sexe, mais comment également géographiquement ils sont répartis sur le territoire national. C'était ça l'idée à la base de la création de la carte d'égalité des chances. Mais, comme vous le savez également, la Banque mondiale, l'OMS, qui produisent tous les 10 ans un rapport mondial sur la situation du handicap, dans son dernier rapport, mentionne qu'il y a 15,5% de personnes handicapées au Sénégal. Si vous appliquez ce taux sur la population 18 à 19 millions d'habitants, on n'est pas loin de 3 millions de personnes handicapées au Sénégal. Et comme je dis, la carte également a été lancée il y a 10 ans, exactement le 30 avril 2015. Nous sommes en 2025. Et depuis lors, sur une cible estimée de 3 millions de personnes, la carte n'a atteint que 100 et quelques mille personnes handicapées. À ce rythme-là, je ne sais pas quand est-ce que toutes les personnes handicapées auront leur carte. Et la deuxième fonction de la carte, c'est une fonction de service. Cela veut dire que si vous avez la carte, vous devez avoir beaucoup plus d'attention dans certains services. Vous devez avoir beaucoup plus d'accès à certains services sociaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'éducation, la santé, le transport, etc. Mais là également, il y a une grande question, c'est la question de l'effectivité
de ces services. Si la carte physiquement, elle est effective, les services qu'ils portent ne le sont pas pour autant. Et ça également, c'est un problème auquel les personnes handicapées sont confrontées, particulièrement les femmes handicapées. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont la carte, à la limite, ils bénéficient pour certains, de la couverture maladie universelle et des bourses de sécurité familiale. Je crois comprendre que les bourses sont suspendues depuis plus d'un an maintenant. Mais même ceux qui ont la chance d'être enrôlés dans les programmes de la CMU ou de la CSU, couverture sanitaire universelle, ne sont pas également bien pris en compte. Parce que le handicap a la spécificité que une personne normale n'a pas. Si, par exemple, dans l'offre de soins, comme c'est le cas, il n'est pas pris en compte l'appareillage, il n'est pas pris en compte la santé de la reproduction, c'est presque zéro pour les femmes handicapées. Donc voilà un peu le tableau, un peu noir, mais c'est ça le tableau au Sénégal. Ce qui fait que donc, toujours, les femmes handicapées continuent de subir cette double discrimination parce que femmes, parce que également handicapées. Parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas de politique publique spécifiquement dédiée aux personnes handicapées d'une manière générale, mais spécifiquement dédiée aux femmes handicapées. Malgré le fait que le Sénégal a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées. Une convention qui fait des obligations à l'État. L'obligation de respecter les dispositions de la convention, l'obligation également de faire respecter, c'est-à-dire de veiller à ce que les autres acteurs non étatiques puissent respecter les droits des personnes handicapées, mais surtout et essentiellement l'obligation de réaliser les droits des personnes handicapées. Autrement dit, l'obligation de prendre des mesures concrètes qui montrent que les personnes handicapées également sont des citoyens à part entière et qu'elles doivent apporter leur contribution à l'effort de construction nationale. Maintenant, si l'État est conscient de ses responsabilités, de ses obligations, il doit être amené, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à prendre des mesures concrètes dans les différents secteurs de développement. Et il faut toujours garder à l'esprit que le handicap est une question de droits humains, c'est une question de développement et c'est également une question transversale, multisectorielle et pluridisciplinaire. Ça concerne tous les secteurs de développement. Nous, dans le cadre de nos organisations, nous avions un slogan, rien pour nous, sans nous. Aujourd'hui, ce slogan a évolué pour devenir rien sans nous, car tout nous concerne. Donc, tout concerne le handicap. Le handicap est intéressé à tout, c'est donc une question transversale. C'est pourquoi, pour améliorer la situation que nous vivons aujourd'hui, d'abord, il faut commencer par régler la question de l'éducation. Comme je le dis, le Sénégal, depuis 15 ans, a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées. Et cette convention, justement, fait obligation à l'État de développer des programmes et des politiques pour arriver à ce qu'on appelle l'éducation inclusive.
souvent les gens ne comprennent pas. Quand on parle d'éducation inclusive, c'est pas l'éducation spéciale, séparée, c'est-à-dire créer des écoles, des centres, etc. pour les personnes handicapées. C'est ça qu'il faut éviter pour arriver à faire en sorte que les écoles ordinaires qui accueillent les enfants d'une manière générale, ces mêmes écoles puissent aussi accueillir des enfants ou des apprenants handicapés. Autrement dit, donc, il faut tout faire pour rendre ces écoles inclusives, c'est-à-dire, et ça, il appartient à l'État de le faire, de faire en sorte que l'enfant qui est dans le quartier handicapé puisse fréquenter l'école de son quartier au même titre que les autres enfants du quartier. Encore que, dans ce cas, l'école doit s'adapter à son handicap. Nous l'avons vu au début, le handicap est compris comme étant le résultat de l'interaction entre la déficience de la personne et les barrières qui peuvent exister dans son environnement. Si donc, au début, on pensait que le problème de l'inclusion, le problème de participation était dû à la personne handicapée, donc sur laquelle il fallait agir pour la corriger et l'adapter à l'environnement qu'on appelle le modèle médical du handicap. Aujourd'hui, ce modèle a évolué pour être un modèle basé sur les droits de l'homme, mais également sur le fait que c'est sur l'environnement qu'il faut agir. Autrement, il n'appartient pas à la personne handicapée de s'adapter à son environnement, mais c'est à l'environnement de s'adapter à ses citoyens et tous ses citoyens. Parce que le handicap est compris également comme faisant partie de la diversité humaine, parce que Dieu nous a créés différents. Petits, grands, hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes, etc., mais également handicapés. Et donc, cette diversité humaine fait la richesse de l'humanité. Et donc, si on veut progresser ensemble, il faut que les besoins de chacun soient pris en compte. Et ça, justement, dans tous les secteurs. Donc, régler la question, c'est de s'attaquer maintenant aux politiques sectorielles dans le domaine de l'éducation pour que nous puissions avoir une masse critique de jeunes handicapés, particulièrement filles handicapées, qui aillent à l'école. Ensuite, il y a la question également de l'insertion économique qui doit lutter contre cette vulnérabilité économique des femmes handicapées qui les exposent, qui font qu'elles sont dans la mendicité et étant dans la rue, elles sont exposées justement à toutes sortes d'agressions. Et là également, il y avait eu une tentative de réponse dans le cadre de la loi d'orientation sociale avec ce fameux fonds d'appui aux personnes handicapées qui n'a jamais vu le jour et pour lequel il faut un décret du président de la République pour l'instituer. Parce que ce fonds-là était destiné justement à financer des activités génératrices de revenus pour ceux qui sont dans la rue en train de mendier et particulièrement les femmes et les filles. Les accompagner en termes de formation et ensuite leur financer des activités qui leur permettent d'arrêter la mendicité et donc de quitter la rue et de pouvoir vivre dans le pleine dignité. C'est également la même chose qu'il faudrait dans le domaine de la santé. Parce que aussi la santé est un droit. Et comme on le dit, il y a aujourd'hui la consécration des droits reproductifs. Mais ces droits ne peuvent être consacrés que lorsque
ils sont inclusifs, lorsqu'ils prennent en compte la spécificité des femmes handicapées, lorsqu'ils prennent en compte la diversité du handicap, lorsqu'ils prennent en compte également la diversité de l'humanité. La même chose pour la participation politique citoyenne, mais également pour la participation au leadership des femmes. Je sais que au Sénégal, les organisations de la société civile, les grandes organisations féminines ont toujours pris en compte les organisations de femmes handicapées. Mais ces organisations de femmes handicapées également, notamment les femmes handicapées, n'ont pas véritablement joué le rôle de leader dans ces organisations. Et ces femmes handicapées également sont souvent à la limite ostracisées dans les organisations elles-mêmes de personnes handicapées. Même dans les organisations de personnes handicapées, les femmes handicapées sont souvent ostracisées. On les fait jouer souvent les seconds rôles. Ça aussi, je crois qu'il faut y mettre un terme. Travailler également à soustraire les femmes handicapées de la violence, des violences vécues à travers des sensibilisations, à travers une communication, à travers une éducation, etc. Parce que les femmes handicapées souffrent dans leur maison, souffrent dans leur existence. Ils ont des problèmes pour avoir des époux, ils ont des problèmes pour être acceptés par, souvent, il y a 2-3 jours, lundi dernier, j'ai échangé avec des femmes handicapées et quelqu'une parmi elles me disait que je la taquinais en lui disant, mais toi là, tu commences à être âgé, il faut que tu sois marié. Il dit, moi, j'ai voulu me marier avec quelqu'un, mais c'est sa mère qui n'a pas voulu. Parce que je suis handicapé, sa mère a dit, non, on ne doit jamais prendre une première femme handicapée et l'amener dans une maison. Donc, ces types de discrimination sont réels dans nos sociétés. Elles ont toutes les difficultés du monde à trouver des maris, à pouvoir gérer leur foyer et à pouvoir également s'épanouir. Ça aussi, c'est des formes de violence qu'il faut bannir, comme j'ai dit, à travers la sensibilisation et l'éducation d'une manière générale. Je vais donc devoir conclure parce que j'ai même pris beaucoup de temps parce que je voulais parler peu pour donner l'opportunité aux participants, voilà, donner plus d'espace aux échanges et aux débats. Mais comme donc on le voit, la double discrimination, elle est là, elle est réelle, même si on ne le perçoit pas comme ça. Mais il vous suffit de vous rapprocher des femmes handicapées, de discuter avec elles et pour comprendre le mal qu'elles vivent en tant que femmes, ensuite en tant que femmes handicapées. C'est pourquoi il faut, je crois, une approche intersectionnelle entre les deux types de discrimination, c'est-à-dire la discrimination qu'elles subissent en tant que femmes et celle également qu'elles subissent en tant que femmes handicapées pour pouvoir améliorer leur situation. Car il s'agit simplement d'avoir une société plus juste, d'avoir une justice sociale et de comprendre que il ne s'agit pas de charité, il ne s'agit pas de pitié, il ne s'agit pas de condescendance, mais il s'agit de personnes humaines qui ont des droits et qui ont des devoirs, qui ont des droits qui ont été consacrés par des textes et dont il faut veiller
à leur application. Si on le fait en prenant donc en compte, comme le stipule la Convention, que le handicap fait partie de la diversité humaine, si le handicap fait partie de la diversité humaine, si nous voulons arriver à une société inclusive, il faut veiller à ce que toutes les spécificités soient prises en compte dans nos politiques, dans nos programmes et dans nos approches de développement. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution au débat en attendant les échanges. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour cet exposé riche en exemples et en idées. Nous allons à présent entamer notre deuxième partie de la présentation, la séance questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat. Il y a aussi une possibilité pour les intervenants de prendre la parole en direct. Mais ces prises de parole doivent être très concises pour permettre à tout un chacun de pouvoir participer. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Bon, j'ai une question, M. Sidibé. D'accord, c'est qui, s'il vous plaît? Consultant, M. Mansour Diouf. D'accord, monsieur Mansour Diouf, vous avez la parole. Et s'il vous plaît, essayez d'être le plus bref et concis possible aussi. Merci. Voilà, donc je remercie donc votre laboratoire d'avoir organisé ce séminaire qui vient à son heure. Parce qu'effectivement, il faut rendre justice quand même à cette cible-là et aussi appliquer les lois. Comme le professeur donc Yat me l'a dit tout à l'heure, l'État doit être le garant donc du respect des institutions et il a un rôle essentiel à jouer. Mais moi, la question que je pose, c'est que pour être beaucoup plus pragmatique et opérationnel, n'est-il pas bon, par exemple, de créer des cadres de concertation locale, c'est-à-dire dans chaque département, créer un cadre d'échange, de lutte et de mobilisation de tous les acteurs qui gravitent autour de ces écosystèmes-là. Je pense aux structures de formation, éducation, santé, handicap, organisation, et les employeurs, les incubateurs et les personnes ressources, pour prendre à bras le corps, comme ça se faisait au niveau donc de l'éducation, de la formation, de l'emploi, créer des cadres, n'est-ce pas, qui permettent l'application de ces lois, en tout cas aussi de parer au plus pressé, d'échanger et aussi de faire jouer aux organisations OECD, aux ONG par exemple, qui investissent localement dans le domaine donc de la prise en charge des PH. Je crois que là, ça me paraît vraiment fondamental, tout en ne pas nier le rôle de l'État. Mais l'État est un poids lourd. Même la situation actuelle montre que l'État donc cherche des moyens. Et je pense qu'à la base, on doit créer nous-mêmes l'écosystème, mutualiser nos moyens et nos efforts. Et entre parenthèses aussi, je voudrais avoir à côté le numéro de téléphone de M. Mbouch pour le rencontrer à l'université dans la mission que j'envisage de mener bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Fall, vous pouvez répondre à sa question. Oui, merci. Merci à Mansour et nous l'encourageons vraiment pour cette étude qu'il est en train de faire. Je crois que ça pourra contribuer à l'amélioration de la situation. Oui, des cadres de concertation, il en existe. Hein. Il en existe. Peut-être qu'ils ne sont pas fonctionnels, ils ne fonctionnent pas bien. Mais il y a plusieurs cadres de concertation d'ailleurs au niveau régional, au niveau départemental. On a même mis en place avec le ministère, la direction de l'action sociale, les comités RBC, etc. Mais ces cadres également
sont mis en place, mais ne fonctionnent pas. Mais, comme il dit, ça pourrait beaucoup aider à régler la situation. Et peut-être dans les recommandations, on pourrait noter cette proposition. Merci. D'accord. Bon, Oui, merci. Si je peux intervenir. Allô. Bon, avant d'intervenir, vous pouvez lever la main, comme ça, voilà, nous allons mieux organiser la séance questions-réponses. Oui, parfois c'est difficile. Au lieu de prendre directement la parole aussi. Alors, Sidibé, je précise, celui qui parle, oui. Il parle depuis Lomé, hein. Il n'est pas... Il est... Ma main est levée depuis. D'accord. Attendez. Vous avez la parole. J'ai ma main levée depuis. Oui, merci. Moi, c'est Ayassou depuis Lomé au Togo. Merci au président Yatma pour le développement qui est fait. Ça consolide un peu les actions qui sont menées et qui nous inspirent à aller davantage de l'avant pour la question du handicap. Moi, je voudrais poser une question au président Yatma. Parce qu'aujourd'hui, nous peinons à avoir les décrets d'application puis la mise en œuvre des législations existantes. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans le cadre de la décentralisation au niveau communal? Parce qu'à petite échelle, s'il y a des actions répétées dans l'espace et dans le temps et qui deviennent des bonnes pratiques, au niveau national, c'est plus facilité. Est-ce que cette approche de commencer quand même tout ce qui existe dans les législations, de voir au niveau communal ce que nous pouvons faire avec les communes, et que ça se généralise dans d'autres communes, ça ne pourra pas faciliter la prise de décision au niveau national pour la mise en œuvre des cadres législatifs existants. Merci. Monsieur Fall? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup au président Ayassou. Je précise que donc, monsieur Ayassou, il parlait depuis Lomé et que c'est un grand juriste, un des plus grands leaders du mouvement des personnes handicapées aussi en Afrique et dans le monde. Je suis vraiment honoré qu'il ait suivi cette réunion. Effectivement, il a raison. Et sa proposition également rejoint la proposition tout à l'heure de M. Diouf, c'est-à-dire de nous organiser à partir de la base pour faire monter les choses au sommet. Ça, c'est vrai, il faut le faire. Je crois que c'est nécessaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que peut-être dans les recommandations, qu'on puisse relever ce point. Mais le problème ici dépasse le cadre local seulement. C'est des engagements pris par les autorités nationales en signant des conventions, en élaborant des textes, en adoptant également, ou en comment on dit encore, en ratifiant des traités internationaux. Maintenant, si on ratifie, c'est un engagement qu'on prend. Et si on prend un engagement, il faut le mettre en œuvre, c'est tout. Je pense aussi qu'il faut fouetter un peu, M. Ayassou, il faut fouetter également nos organisations pour qu'ils continuent le plaidoyer, à la limite pour qu'ils mettent aussi également la pression sur nos autorités. Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'élaborer une loi que de faire un décret. Un de mes maîtres me disait toujours que la loi est majestueuse et solennelle parce que délibérée. Mais le décret est second et suspect parce que n'est pas délibéré. Donc, je crois que cela relève simplement d'une volonté politique. Mais également, à l'excuse également de certaines autorités également, cela peut être dû également à une insuffisance de sensibilisation de ces décideurs-là sur les véritables enjeux liés au handicap. Merci.
D'accord. Maguette, vous avez la parole. Maguette. Bon, nous allons donner la parole à Adèle. Allô? Bon, c'est pas Dell, c'est Serigne Mapaté Samb. Je me suis Ah, présenté, d'accord. non? Dell, c'est une machine. Ah, C'est la marque d'une d'accord. machine. C'est d'elle qui s'est affiché ici Merci, aussi. non, tranquille, tranquille. Merci beaucoup, merci. Donc, c'est Serigne Mapaté Samb. Voilà, donc je suis heureux d'assister enfin à une intervention de mon mentor Yatma. J'ai dit enfin parce que lui-même, il sait que depuis que j'ai entamé ma thèse, voilà, que j'ai dédiée au handicap, je ne cessais de le solliciter. Mais vu son calendrier très chargé en son temps, parce qu'il avait beaucoup de responsabilités au plan national et international, voilà, donc cela faisait qu'effectivement, il était quasiment impossible de le rencontrer. On se rencontrait souvent dans les séminaires, mais à part ça, voilà, j'étais obligé de me rabattre sur un intervenant mexicain au Mexique pour pouvoir vraiment, voilà, comme tel handicap. Voilà, merci. Donc, enfin, aujourd'hui, j'ai eu la chance de partager une plateforme avec lui. Donc, je suis heureux, effectivement, voilà, donc d'assister à ce truc, je viens de le dire. Donc, je le remercie de la clarté de son exposé, mais surtout de la pertinence du contenu. Voilà, donc on a beaucoup vu, on a beaucoup vraiment appris aujourd'hui. Voilà, donc, comme il a si bien dit, hein, de manière ramassée, la problématique du handicap se pose avec acuité aujourd'hui sous nos tropiques, au Sénégal, que ce soit un peu en Afrique. Mais on se rend compte effectivement, comme il a si bien dit, que quand il s'agit de définir des politiques publiques, quand il s'agit d'élucider le handicap, nos gouvernants sont prompts. Mais on a comme l'impression que le handicap est peu opérationnalisable quand il s'agit de concrétiser, n'est-ce pas, les politiques publiques qui sont définies. Et j'en ai pour preuve au Sénégal la loi d'orientation sociale qui a été adoptée depuis 2010. Mais à ce que je sache, il y a moins de 6 ou 7 décrets d'application qui ont été pris. Donc, ça pose problème. Donc, on a comme l'impression que quand il s'agit de vraiment de ratifier, quand il s'agit de définir, donc nous sommes en tout cas les meilleurs. Mais quand il s'agit d'opérationnaliser, on a comme l'impression que le handicap n'est pas opérationnalisable, entre guillemets. Donc, et ça, vraiment, c'est ressorti, n'est-ce pas, de son exposé. Voilà, et cela est d'autant plus effectivement navrant que vraiment tous les textes, toutes les conventions ont été vraiment ratifiées. Maintenant, je voudrais revenir sur un point que j'ai développé dans ma thèse et qui est en tout cas une préoccupation majeure des femmes handicapées et des filles de manière générale handicapées. C'est la sexualité. Si on se rapporte à la pyramide de Maslow avec les besoins physiologiques, on se rend compte que effectivement il y a certaines personnes handicapées, les femmes handicapées qui ne parviennent pas à satisfaire ce besoin sexuel. C'est un besoin sexuel. Mais imaginez une femme handicapée qui est lourdement handicapée, qui n'a pas de partenaire. Mais comment faire pour satisfaire son besoin? Et moi, lorsque en tout cas, j'ai entamé une étude, n'est-ce pas, sur la qualité de vie, parce que moi, ma thèse, je l'ai menée sur l'angle de la qualité de vie des personnes handicapées, donc du Sénégal et particulièrement des pays-là. Mais je me suis rendu compte qu'en France, il y a des professionnels du sexe pour prendre en compte ce volet-là. Il y a des gens, c'est des travailleurs sociaux, ou en tout cas, c'est des professionnels du sexe qui font des interventions sexuelles, n'est-ce pas, en tout cas encadrées par la loi pour satisfaire ce besoin, n'est-ce pas, des femmes handicapées. Et effectivement, si on analyse, on s'avère que des fois, nos coutumes ne nous permettent pas, n'est-ce pas, d'aborder sur le plan public ce volet. Mais force est de constater que si vous vous entretenez avec certaines femmes handicapées, on se rend compte qu'effectivement, il y a cette problématique qui existe. Voilà, donc je ne sais pas si je peux développer autre mesure parce qu'il y a beaucoup de points que je développer, mais le modérateur nous invite à être précis et tout. Mais bon, je pense que à l'image n'est-ce pas, du conférencier, je pense que les intervenants aussi ont beaucoup de points à aborder parce que le conférencier a ouvert vraiment une pléthore de points sur lesquels vraiment voilà. Donc, par rapport à la RDC, moi je pense que
Oui, donc notre collègue, notre camarade du Togo l'a dit, du Togo, c'est Togo au Bénin, c'est Togo, hein, et le conférencier aussi l'a dit. Je pense que jusque-là, nous, en tant que professionnels qui sommes sur le terrain, nous avons comme l'impression que quand on parle de RBC, quand on parle de handicap, c'est le niveau institutionnel, c'est l'affaire des États, c'est l'affaire, n'est-ce pas, du législateur. Mais maintenant du niveau communautaire? Est-ce qu'il y a un partage communautaire de la problématique du handicap? Il y a la loi d'orientation, mais est-ce que cette loi a été l'émanation du niveau communautaire? Puis, n'est-ce pas, des organisations communautaires par rapport, n'est-ce pas, en tout cas, à l'inclusion des personnes handicapées? Vous allez au Nigeria, on vous dit que la langue des signes est parlée par la communauté. Mais nous, la langue des signes, c'est l'affaire des écoles de formation. Ceux-ci n'ont pas sorti de langue de formation, ne parlent pas la langue des signes. Est-ce qu'il y a une langue des signes communautaire? Oui, mais cette langue-là, c'est tout juste pour permettre aux membres de la famille de communiquer avec un enfant, voilà, donc qui est sourd. Mais je pense que la RBC devrait pouvoir vraiment prendre en compte ce volet-là. Malheureusement, comme l'a si bien dit le conférencier, la RBC est morte de sa belle mort. Donc, je pense que nous devons la ressusciter pour qu'elle joue véritablement voilà, sa fonction première. Donc, la fonction que la conférence d'Alta lui a donnée. Donc, c'est vraiment permettre à la communauté de prendre en compte les besoins des personnes handicapées. Comment faire pour que le menuisier, n'est-ce pas, qui est à Bignona, où vraiment il y a le bois, comment faire pour que ce menuisier-là puisse confectionner des béquilles, n'est-ce pas, des fauteuils roulants à partir des matériaux locaux, n'est-ce pas, pour satisfaire. Comment faire pour que, n'est-ce pas, l'entrepreneur local qui est à Bignona puisse vraiment, voilà, donc insérer dans ses habitudes de faire, n'est-ce pas, le volet handicap. Je pense que c'est d'abord ce volet communautaire-là, vraiment, qui nous manque. Si vous allez en France, voyez, je parle de la France parce que c'est le pays étranger que j'ai visité, à l'étranger du moins. Vous allez dans les parkings, on vous écrit réservé aux personnes handicapées. Vous entrez dans les toilettes, on vous dit réservé aux personnes handicapées. Vous entrez dans les restaurants, on vous dit ces chaises-là sont réservées aux personnes handicapées. On peut les utiliser, mais quand il y a une personne handicapée qui est présente dans la salle, on doit céder. Extra. Donc, je pense que l'handicap maintenant doit intégrer nos cultures. Ça doit être vraiment une culture. Et ça ne doit pas être vraiment imposé. Et voilà. Et du coup, je termine pour faire un plaidoyer. Je fais un plaidoyer. Je ne sensibilise pas le conférencier, mais je fais un plaidoyer auprès de lui parce que je sais que c'est une question qu'il maîtrise. Moi, je suis de la région de Ziguinchor. Il sait bien que depuis 2 décennies, la région de Ziguinchor occupe le peloton de tête des régions les plus touchées par le phénomène du handicap. Aujourd'hui, avec le rapport de l'ANSD, le rapport de 2023, la région de Ziguinchor est la région la plus touchée, avec vraiment un taux de 9,8%, qui est largement au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 7,1%. Et on sait que l'analyse, si on fait un regard croisé, que déjà en 2013, la région occupait aussi ce rang de première région la plus touchée, avec un taux de 8,1. Vous avez vu, 8,1, nous sommes maintenant à 9,8. Donc, pour 10 ans, donc en 2033, nous serons à quel taux? Donc, ça va crescendo si on n'y prend pas garde. Et malheureusement, je l'ai dit une fois à l'université à Samson Ziguinchor, je l'ai dit qu'il faut faire comme vos homologues de l'IGB. Au moins, voilà, donc la région de Ziguinchor, Saint-Louis est classée 2e région, mais avant cela, c'était la région de Matam qui était en 2013 la 2e région. Maintenant, mais à l'IGB, il y a vraiment l'implication des universitaires dans la diplomatique des personnes. Mais à Ziguinchor, rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc, nous avons vraiment une université qui doit être proche, n'est-ce pas, de sa communauté. Pourquoi Diantre, depuis presque 2 décennies, 3 décennies, cette région occupe le peloton de tête des régions les plus touchées et ça passe inaperçu. Maintenant, ça nous reste indifférent. Personne n'en parle. C'est comme si c'est un tabou. Et au début, on croyait que c'est le conflit qui était à l'origine, n'est-ce pas, de la plupart des handicaps. Mais aujourd'hui, force est de constater, si vous vous rendez au Centre national de réinsertion de Bignona, que nous avons en tout cas aperçu d'autres types de handicaps. Rien que pour la commune de Bignona, le centre peine, n'est-ce pas, à accueillir les enfants, trisomie 21, IMC, etc. C'est comme si aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences du conflit.
excusez de ce cri du cœur. Donc, c'est vraiment le cœur qui parlait, c'est le travail social qui parlait, c'est l'éducation spécialisée qui parlait. Et merci beaucoup vraiment de nous avoir donné l'opportunité de verser notre bille, n'est-ce pas, sur la corbeille de Michel, le conférencier, afin qu'il prête vraiment en faveur, n'est-ce pas, de notre chère région de Ziguinchor. Une région qu'il aime très bien, qu'il aime bien, parce que je l'ai accueilli à plusieurs reprises ici, dans le cadre des enquêtes qu'il menait, voilà, donc au nom de son organisation. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention riche et empreinte d'émotion. Nous allons à présent donner la parole à Envy Marcel Candide. Excusez-moi, tout à l'heure j'avais un problème j'arrivais pas à désactiver mon micro, c'est moi Maguette en fait. Vous avez demandé tout à l'heure de parler, là c'est bon, mon micro. Si je peux intervenir. D'accord. Donc, Marcel, vous pouvez patienter. Après Maguette, vous allez prendre la parole. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie. Je remercie Yatma que j'ai eu à entretenir un peu au téléphone avec lui. Moi, j'appelle depuis la France. Moi, mon intervention portait sur 4 points. C'est des suggestions que je fais et une autre, ce sera une question. Par exemple, au niveau de l'école, pourquoi, si ce n'est déjà fait, j'en sais rien si c'est déjà fait au Sénégal ou pas, qu'il y ait des intervenants dans les écoles pour parler un peu plus de l'handicap. Je sais qu'ici en France, ça se fait. Par exemple, au collège, ça s'est fait avec mes enfants. Un voyant qui vient, qui explique aux enfants. Autre chose aussi, pourquoi ne pas demander à avoir à intégrer dans le programme scolaire, en partie en matière d'éducation civique, l'handicap? Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tous ces problèmes-là que Yatma vient de souligner, dire que, par exemple, l'abus sexuel, la considération des handicaps, si une bonne éducation a été faite auprès de ces personnes-là quand ils étaient jeunes, ils regarderaient les handicapés autrement. Donc, ce problème-là ne se poserait plus. Et il n'y a pas meilleur que d'enseigner depuis quand ils sont au bas âge, leur donner cette éducation, en fait que plus tard, ils regarderont les handicapés dans notre œil. Après, à un moment donné, il y a tout au début la personne qui avait parlé et que Yatma a répondu en disant qu'il existe des cadres déjà, ça ne fonctionne pas. Yatma, je demande pourquoi ces cadres-là ne fonctionnent pas et qu'est-ce que nous, on peut faire pour que ces cadres fonctionnent. Et la dernière partie, celle-ci aussi me tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que l'association ou le concept national, international, je ne sais pas, peut proposer? Parce qu'au niveau des handicapés, c'est des degrés différents. Il y en a qui sont lourdement handicapés, il y en a qui sont moyennement handicapés, qui peuvent encore travailler ou faire des choses comme ça. Parmi ces handicapés-là, ceux qui décident d'entreprendre, c'est mon cas, par exemple. Et qu'est-ce que les structures peuvent faire pour aider ces entrepreneurs-là à bien se développer dans le but, quitte à signer un pacte. Et d'ailleurs, le pacte, l'intention de cet entrepreneuriat, c'est ça, c'est-à-dire recruter des handicapés qui peuvent travailler dans ce qu'ils entreprennent. Donc, même si c'est 2, 3, 10 personnes, ce sera 10 fois 2 personnes du boulot. On montrera réellement que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas travailler. Une structure qui est là, qui embauche que des handicapés, ça peut faire un éveil de conscience au niveau des gens. Qu'est-ce que les structures européennes, nationales, internationales, je sais pas, et même au niveau national d'abord, parce que comme on dit, tant que vous demandez aide, avant de demander à l'international, au niveau national, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer? Si on veut entreprendre, faire quelque chose dans le but de recruter des handicapés, c'est-à-dire ce sera un entrepreneuriat solidaire, un entrepreneuriat où le but, ce n'est pas que gagner de l'argent, mais en fait, c'est lutter contre ce racisme-là qui existe envers les handicapés. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces entrepreneurs-là? Je m'excuse si j'ai été un peu long parce qu'on a demandé d'aller vite, mais j'ai essayé de faire le plus court possible, concis, mais bon, si ça a été un peu trop long, je m'en excuse. Et j'aimerais avoir quelques réponses variables ou pas.
Sidibé. Je vous remercie tous et je vous dis bon courage, ça va aller. Merci beaucoup. Monsieur Fall, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci, Sidibé. Je commence d'abord par Elhadji Pathé Samb. Vraiment, que je voudrais féliciter. Pour tous les efforts qu'il fournit dans la promotion des droits des personnes handicapées. Non seulement à Bignona, mais également partout en Casamance. Et c'est peut-être l'un des rares intellectuels sénégalais à s'intéresser à cette question jusqu'à lui consacrer une thèse de doctorat. Je crois que ça, c'est important. Pathé vraiment mérite tous nos respects. Et je pense même qu'on doit faire un plaidoyer pour le sortir un peu de Bignona et l'amener au niveau national pour que tout le pays puisse bénéficier de son expertise. Je crois que dans l'ensemble, il a fait des contributions intéressantes qui ont été notées. Maintenant, Adja Magenbo également, que je remercie donc d'avoir participé à ce séminaire, a également posé des questions importantes. D'abord, les cadres locaux, comme on l'a dit. C'est des cadres qui ne marchent pas parce que c'est des cadres qui ont été mis en place par l'État. Et souvent, quand c'est l'État, c'est lourd. C'est des services de l'État, des services départementaux, des services régionaux qui ne sont pas faciles à mobiliser s'ils ne reçoivent pas d'instruction. Or, souvent, ici, les gens n'agissent que par coup d'éclat. Voilà, il y a un événement qui se passe, on en profite pour faire quelque chose et puis après on oublie. C'est ce qui fait que donc ces cadres ne marchent pas. Mais si on fait, comme l'a proposé M. Ayassou tout à l'heure, que l'initiative vienne elle-même de la base, je crois qu'on pourrait pousser à faire bouger donc ces cadres locaux. Ensuite, l'éducation, c'est la clé de voûte. Pour régler la question, il faut d'abord commencer par l'éducation. Veiller pour que l'école soit accessible. Veiller pour que l'école puisse accueillir les filles handicapées, surtout. Ça, nous sommes d'accord. Et dans la mise en œuvre maintenant de programmes de l'éducation inclusive, il faut nécessairement, comme ça existe en France et dans d'autres pays, il faut ce qu'on appelle les AVS, les assistants à la vie scolaire, qui accompagnent donc certains types de handicap. Mais encore une fois, cela demande une volonté politique. Ce qu'il faut dire et qui peut-être parfois ne fait pas toujours plaisir, c'est que la question du handicap n'est pas considérée par nos autorités comme une question prioritaire. On est en décembre, c'est le mois du handicap. On fait un communiqué au Conseil des ministres, sur 2 lignes, on mentionne le handicap, on applaudit et après on oublie. On oublie. Jusqu'à l'année prochaine. Il faut que donc, les autorités également soient assez sensibilisées pour comprendre que, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Pathé, que la question du handicap ne concerne pas que les personnes handicapées, mais ça concerne tout le monde, ça concerne toute la société. Et que de ce point de vue, les autorités doivent... Et puis, nous l'avons vu également, près de 15% de la population, mais on ne peut pas envisager également de développer le Sénégal en mettant entre parenthèses 15% de la population. Forcément, il faut prendre en compte les personnes handicapées à travers des politiques publiques sectorielles inclusives. Merci. D'accord, merci. Est-ce que Marcel est toujours là? Marcel? Oui, Marcel est là. Oui. La parole. Ok, merci à tous. Merci au président Yatma. Je suis Marcel depuis Cotonou, au Bénin. J'ai suivi avec attention les différentes explications de notre conférencier, que je salue au passage. J'ai une contribution et une question. Ma contribution, c'est que, au regard de l'explication donnée par le conférencier,
j'ai pu noter que les questions sont transversales et relatives dans tous nos pays. La question des femmes handicapées au Sénégal est de même au Bénin, encore au Togo à côté, et aussi dans d'autres pays comme le Niger et bien d'autres. Donc, les gouvernants sachent très bien que les personnes handicapées, les femmes handicapées ont les mêmes droits que les personnes non handicapées. Mais parfois, ils font l'effort de garder une sourde oreille, de ne pas être vraiment attentive à nos préoccupations. Et je remercie le président pour l'explication. Ma question que je vais poser, que faut-il faire pour donner vraiment la force au mouvement des personnes handicapées dans la sous-région pour vraiment titiller les gouvernants? Il y a la FOAF qui existe, les différentes fédérations qui existent dans les pays, les associations qui existent, qui font un travail gigantesque. Mais malgré ce travail qui est fait, les gouvernants, les lois sont votées, les décrets sont pris, mais sur le terrain, il y a encore des difficultés que les femmes handicapées, les enfants handicapés, les personnes handicapées rencontrent au quotidien. Que faut-il faire? Je parle au président de la FOAF, M. Yatma Fall, pour booster vraiment les différents décideurs pour une inclusion digne du nom, pour que ce que se passe en Europe soit aussi effectif au Bénin, en Afrique, au Sénégal, au Niger et partout. Merci. Merci Marcel. Monsieur Fall. Monsieur Fall, la parole est à vous. Merci pour réagir. beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier Marcel, hein, c'est notre collègue. Il est à Cotonou. D'ailleurs, il fait partie de mes conseillers en ma qualité de président de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées. Je puis témoigner que Marcel aussi est un jeune très engagé dans la lutte pour la promotion des personnes handicapées, aussi bien au Bénin qu'en Afrique. Alors, Marcel pose un problème important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? On a dit les choses sont changées dans les politiques et dans les programmes. Dans un premier temps, nous nous étions battus dans nos organisations pour aujourd'hui amener tous les États, quand nous prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, d'abord à ratifier la Convention, mais aujourd'hui, chacun de ces États d'Afrique de l'Ouest a une législation nationale concernant le handicap. Ça, c'est déjà une avancée importante. Maintenant, il faut que cette mobilisation continue pour que les États puissent mettre en œuvre ces textes-là. Si ces textes-là étaient mis en œuvre correctement, je crois que ça contribuerait largement à diminuer les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées. Maintenant, en ce qui nous concerne en tant qu'organisation sous-régionale, comme j'ai dit, nous nous sommes battus pour amener les États à ratifier. Nous avons, comme vous le savez d'ailleurs, dans le cadre du programme progressif qui a pris fin, rassemblé souvent tous les pays d'Afrique. Et quand nous disons tous les pays, c'est à la fois les organisations de personnes handicapées, mais également les experts gouvernementaux de ces différents pays sur des thématiques centrales, comme d'abord l'éducation, nous avons fait au Niger, à Niamey, ensuite la santé, à Dakar, ici au Sénégal, la formation professionnelle, l'éducation à Abidjan, et la question de l'accessibilité que nous avons fait également à Accra. Et ça, encore une fois, nous le faisons avec des experts gouvernementaux. Maintenant, ces experts-là aussi, souvent qui viennent des gouvernements, sont des techniciens. Ils sont des techniciens, et comme vous le savez, le technicien n'est pas celui qui décide. Le technicien, il élabore, il prodigue des conseils, il donne des orientations, etc. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est pourquoi le plaidoyer a été poussé
au niveau de l'organisation communautaire, la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons amené la CEDEAO à avoir un plan d'action sur le handicap, avec, lors de son adoption, la participation des différents ministres de la zone en charge du handicap. Et à ce niveau de sensibilisation et de plaidoyer, on peut espérer que les choses peuvent bouger. Mais vous tous, vous connaissez la réalité de l'Afrique. Hein. Ici en Afrique, c'est le président. C'est le président de la République qu'il faut convaincre. Si on convainc le président de la République, les choses vont aller très vite. Et donc, je crois que nos organisations ont également la responsabilité de continuer ce plaidoyer pour sensibiliser suffisamment donc les décideurs politiques. Encore une fois, merci beaucoup, Marcel. Merci. D'accord. Une question posée ici dans le chat par Madame Valérie Medori Touré. Est-ce que les femmes handicapées se sont constituées en groupe organisé au Sénégal et quelles sont les démarches citoyennes à mettre en œuvre pour faire appliquer les dispositions juridiques? Oui, j'ai vu que Madame la présidente Ndeye Gueye, Madame Gueye, j'ai vu qu'elle a levé la main. Je pense que ces 30 dernières années, Madame la présidente Ndeye Gueye a mené tous les combats possibles, imaginaires et imaginables, au Sénégal et en Afrique pour la promotion des femmes handicapées. Je préfère que quand elle interviendra, qu'elle puisse revenir plus en détail sur cette question-là. C'est Madame Daguela que je vois qui lève la main. D'accord. Madame Daguet, vous avez la parole. Bon, je rappelle qu'il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Madame Daguet, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord vraiment par féliciter et remercier Monsieur le Président Yatma pour son exposé brillant, riche. Vraiment, donc, c'est plein d'enseignements et les problématiques ont été vraiment abordées et bien abordées. Donc, encore une fois, Président, merci et ça ne me surprend guère de vous, vu votre parcours, votre engagement et votre militantisme. Merci encore. Je suis Madame Diende Dagege, je suis actuellement la présidente d'honneur du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Donc, par rapport à la question qui a été posée, il faut dire que les organisations de femmes, de personnes handicapées en général, sont des organisations mixtes, hommes et femmes. Ce n'est que ces dernières années qu'on a senti le besoin de nous organiser, surtout en organisation de femmes. Parce que, comme vous le savez, les femmes handicapées sont doublement vulnérables en raison de leur état de femme et de leur état de personnes handicapées. Et je crois que c'est ce qui fait que non seulement nous avons des défis à relever en tant que femmes handicapées au niveau des organisations de personnes handicapées en général, mais nous avons aussi d'autres défis plus importants à relever au niveau des organisations de femmes aussi en général. C'est pourquoi le comité a été toujours membre de la fédération, mais depuis 5 à 6 ans, le comité a eu vraiment son récépissé, son autonomie. Et c'est ce que les partenaires attendaient. Parce que quand même, les problèmes de femmes handicapées, les femmes handicapées sont plus aptes. Elles sont plus à mesure vraiment de les poser et même de proposer des solutions. C'est ce qui fait que le comité des femmes, quand même, a eu à travailler sur beaucoup de plans et le projet Voix et Leadership des femmes, qui a été financé par le Canada, par l'entremise du CECI. Ce projet a beaucoup accompagné le comité des femmes à travers son organisation interne, sa visibilité, vraiment, le renforcement des capacités de ses membres, la formation sur des approches très innovantes telles que le leadership transformationnel,
la masculinité positive, il y a aussi les questions liées à la relève intergénérationnelle. Parce que d'habitude, dans nos organisations aussi, des fois, on trouve les personnes plus âgées qui sont en haut et les jeunes ne s'impliquent pas tellement. C'est ce qui fait qu'avec le projet Voix et Leadership des femmes, nous avons pu quand même relever ces défis. Et bien d'autres défis encore, parce que sur le plan de la société civile en général et celle féminine en particulier, nous sommes membres et nous occupons des postes dans plusieurs organisations faîtières de la société civile pour surtout réclamer l'inclusion. Parce que nos autres sœurs ne peuvent pas défendre nos préoccupations si elles ne les connaissent pas. Donc, il est important pour nous de travailler en synergie avec toutes ces organisations de femmes pour qu'elles s'approprient vraiment nos besoins spécifiques. Donc, nous travaillons aussi avec beaucoup de partenaires comme le CECI, j'ai dit tout à l'heure, la coopération canadienne, Oxfam, International Budget Project, qui travaille sur les questions, on a travaillé sur les questions de santé de la reproduction. Parce que, comme vous le savez, les femmes handicapées ont des problèmes spécifiques liés à leur santé de la reproduction. Je crois que le président ou bien un autre orateur en a parlé tout à l'heure. Et c'est des problèmes liés à l'accès, l'accessibilité physique. Les équipements ne sont pas adaptés, etc., etc. On avait commencé par une étude vraiment pour déceler réellement les problèmes. Ce qui nous a permis, avec le partenaire IBP, vraiment de mettre en place, en œuvre, un important programme sur la santé de la reproduction. Nous avons eu à travailler sur les questions relatives aux violences. Le président en a parlé. Parce que, en raison de la double vulnérabilité et des préjugés qui sont encore plus accrus au niveau des femmes handicapées, elles sont vraiment exposées aux violences. Et les violences morales et psychologiques sont celles qu'elles vivent le plus. Le président a parlé tout à l'heure des mariages pour une femme handicapée. C'est plus difficile pour une femme handicapée de se marier que pour un homme. Parce qu'il y a les préjugés. Les belles familles pensent que les femmes handicapées, elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas accoucher, elles sont coûteuses, etc., etc. C'est pourquoi, sans compter les autres préjugés, elles ne veulent pas les accueillir dans leur foyer, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a tous ces problèmes-là que nous vivons et que le comité, quand même, a travaillé sur des plans d'action, des plans de renforcement. Et présentement, comme je vous l'ai bien dit, je suis présente d'honneur, mais le comité est présentement à Saly avec la fondation Ahadi. Elles sont en train de travailler plus une semaine à 10 jours sur des questions vraiment de leadership transformationnel pour renforcer plusieurs leaders sur ces questions-là. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire dans ce sens-là, mais comme il y a d'autres qui veulent aussi prendre la parole, je vais m'arrêter là tout en me réjouissant vivement quand même de cette rencontre qui mérite quand même d'être vraiment multipliée. Merci, Président. Merci, Madame Daïdagé, pour ces réponses éclairées. Merci beaucoup. Bon, il nous reste que 15 minutes, 10 minutes pour être plus précis. Donc, pour les 4 derniers intervenants qui restent, il faudra essayer d'être très, très concis pour que les autres puissent réagir. Maintenant, Madame Chantal, vous avez la parole. Et il reste Louis Loukou et iPhone de Yoru et Acer sont les derniers intervenants. Madame Chantal, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'interviens depuis le Togo. Je suis Chantal Kouevi, la coordinatrice du réseau Forum international des femmes handicapées émergentes en politique. C'est un réseau très jeune qui vient d'être créé il y a 2 ans au Togo et qui regroupe à ce jour une dizaine de pays. Et nous avons des membres qui représentent ce forum dans 10 pays de notre Afrique occidentale et centrale. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les initiateurs
de cette conférence ou cette réunion parce que c'est des initiatives qui sont rares dans la zone francophone. Nous voyons de telles initiatives très, très fréquentes dans la zone anglophone, mais dans nos zones francophones, moi, personnellement, j'ai l'impression que nous sommes des laissés pour compte et nous n'avons pas ce rassemblement régulièrement pour pouvoir avoir des informations et évoluer ensemble sur le terrain. Alors, moi, je voudrais intervenir sur un aspect qui est faiblement accompagné dans nos réseaux. Il s'agit de la participation politique de la femme handicapée. Et la femme handicapée est presque absente dans les sphères de prise de décision dans nos pays et même au niveau international. Alors, moi, je voudrais poser cette question de savoir est-ce qu'il ne serait pas bien, ne pensez-vous pas que plus d'actions, on puisse cibler des actions en termes de formation pour accompagner les femmes handicapées dans ce sens? Et à chaque fois qu'il y a élection dans un pays, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on mobilise les moyens en termes de plaidoyer à l'égard des partis politiques et également à l'égard de nos autorités pour mettre plus de moyens à la disposition des femmes handicapées? Parce que moi-même, j'ai vécu cette expérience tout dernièrement dans notre pays. Je pense qu'il va falloir qu'on ait un regard beaucoup plus pointu sur cet aspect si nous voulons vraiment faire émerger ou faire changer les donnes. Aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs fois des gens dire qu'il y a les politiques, mais l'application pose problème. Mais si nous envahissons en masse les sphères de prise de décision, est-ce que ça ne va pas agir sur l'application des tests, des lois que nos États signent, ratifient, adoptent et tout? C'est une inquiétude pour moi et c'est ce qui nous a poussé un peu à mettre en place ce forum pour les femmes handicapées, pour pouvoir les accompagner, les sensibiliser à aller au-delà, à sortir de leur zone, à oser. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire des actions beaucoup plus ciblées dans ce domaine également, qui est la participation politique? Je salue en passant ma grande sœur Dagué, qui vient de me précéder. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Fall, la parole est à vous. Je voulais proposer, comme il reste 3 intervenants, qu'on les laisse intervenir, après on revient pour gagner du temps, quoi. Répondre à toutes les questions. D'accord. Donc, Louis Loko, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie le président. Effectivement, je suis Louis Loko. J'interviens depuis Lomé dans le compte du journal d'une presse en ligne Afrique Handicap.com. C'est une presse en ligne. Ma question, monsieur le conférencier, c'est de savoir, à part le plaidoyer qui pousse les États à la ratification ou à la validation d'une loi protectrice du handicap en général et des femmes en particulier, y a-t-il autre stratégie, étant juriste, à montrer à nos pays pour qu'on arrive à avoir les tests juridiques en place et leur mise en œuvre, le mécanisme de leur mise en œuvre? Telle est ma question. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Louis Loko. À présent, nous allons accorder la parole à iPhone de Wuru. Bon, le nom n'est pas mentionné. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Wuroba, je vous appelle de la Mauritanie. Je suis la présidente du comité des femmes aveugles de la Mauritanie. Alors, bon, je vais résumer rapidement parce que tout a été dit par mes prédécesseurs. Je vous ai écouté religieusement et félicitations pour tout ça. Et ce que je constate, c'est que nous avons tous à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire l'applicabilité des conventions, des lois. En fait,
nos pays, c'est vrai, c'est les champions pour la ratification. Maintenant, l'applicabilité pose toujours problème. Et je pense que normalement, on doit peut-être un peu changer l'approche pour montrer à nos dirigeants que c'est des droits. Parce qu'on n'est pas en train de négocier des privilèges, mais c'est des droits. L'accès à l'éducation, à l'emploi, à la formation, je pense que c'est des droits que on doit plus s'imposer et que nos organisations doivent un peu plus s'organiser également, que ce soit au niveau régional ou national, pour qu'on puisse peser de nos poids, pour que nos dirigeants puissent céder à cela, parce que ce n'est pas des privilèges, c'est des droits en fait. Et les droits, ça ne se négocie pas. Et l'autre chose également, c'est concernant les femmes. Je pense qu'on devrait également pousser un peu le cursus concernant les sensibilisations, ne plus se focaliser sur l'handicap, mais sur les capacités des personnes handicapées. Et aujourd'hui, on a des femmes leaders qui ont énormément de capacités, qui ont prouvé des choses, et on doit mettre la lumière sur ces femmes-là pour que les choses puissent, pour qu'on puisse briser l'image en fait qu'on a de l'handicap et que ces femmes leaders-là puissent booster les autres femmes et que les mentalités puissent changer parce qu'on a plus un problème de mentalité également, que ce soit dans nos sociétés ou dans les familles. Et si cela, on arrive à changer cela, beaucoup de choses vont également changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mouro. Maintenant, nous allons à présent donner la parole à Aser. Aser, vous avez la parole. C'est le dernier intervenant. Je rappelle que c'est le dernier intervenant. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé, très cher Ansanawa, cher professeur, merci beaucoup à vous et surtout pour cette première organisation. En tout cas, on n'hésite jamais à répondre présente à l'appel de l'ASPAT, étant donné des conférences de haut niveau que nous rapportent. Maintenant, l'objet de ma présence ici, c'est d'abord la thématique, dont les problématiques ont été brillamment soulevées par notre très cher conférencier. Mais tout de même, d'abord, je me présente. Je réponds au nom de Mariam Savagné-Dabo, militante Amnesty International, depuis que je suis à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et aussi membre du collectif des juristes pour la défense des droits de la femme. Mais quand même, dans notre programme, en tant que jeune militant d'Amnesty International, la préoccupation, en fait, la question de la femme, surtout ceux qui sont en situation de handicap. Parce qu'au niveau des textes, comme l'a dit mes prédécesseurs si brillamment, c'est une question d'applicabilité des textes, en fait. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous pour la réalisation de tout ce qui a été écrit, soit disons pour une mise en œuvre pour avoir la réclamation des droits des femmes, surtout ceux qui sont en situation de handicap. Et cela faisant, les mobilisations peuvent se faire d'abord à travers de ce genre de conférences qui nous permettent tout de même de bénéficier de l'expertise des grands protagonistes, mais surtout tout de même nous permettant en tant que jeunes et surtout qui souhaitent nous activer, faire des réalisations de sorte que ces textes-là qui ont été émis, que ça soit de façon juridique, que ça soit même la pensée des sociologues, ensuite d'en tenir une étude de façon générale et surtout de le contextualiser dans le sens de l'Afrique, même sénégalaise. Et surtout le cas de la Casamance, déjà, même le cas du Sénégal, parce que d'après une étude, en fait, ce n'était pas dans le bienvenu du contexte sénégalais qu'une personne en situation de handicap puisse avoir, surtout les femmes, puisse avoir déjà place au niveau des instances décisionnelles. Et la question tout de même de l'éducation a été tout un combat pour l'accès à ces dames-là de pouvoir d'en avoir parfaitement droit. Et de nos jours, on voit un petit changement. Oui, c'est un coup de soulagement, mais tout de même, c'est tout un début par rapport à une longue lutte pour un long cheminement par rapport à la réalisation de cela. Alors donc, moi, ma question en tant que jeune étudiant, que je suis juriste de l'Université Gaston Berger, tout de même, à l'actuelle, j'interviens au cabinet d'avocats comme stagiaire. Donc, nous aimerions avoir des perspectives réelles en tant que jeunes étudiants, parce qu'on est là à penser là-dessus, et surtout dans le contexte universitaire, comment pourrions-nous vraiment permettre à cette catégorie de personnes-là pour avoir accès surtout une place aux instances décisionnelles. Bien que
Parfois, l'expertise est là, la compétence est parfaitement là, parce que nous partageons même la classe avec des femmes de cette catégorie. Mais ce qui pose problème, la majeure partie, on n'en voit pas du tout la suite au niveau de l'éducation. Et cela, ça pose problème, surtout dans notre contexte social, ici au Sénégal. Et aussi, et ce qui pose le plus problème, comment est-ce que cette faisabilité est possible par rapport à ça? Donc, merci beaucoup. Je ne voudrais vraiment pas abuser du temps parce que le temps nous est vraiment imparti, même si on aimerait développer autant que cela soit. Félicitations au LASPAD. Merci beaucoup, cher professeur, et aussi à nos très chères vaillantes dames qui ont été de grandes militantes par rapport à cette cause féministe, hein, et surtout pour les femmes en situation de handicap. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Sanaroise Mariam Savané-Dabo, pour cette belle et riche intervention. Donc, Monsieur Fall, la parole est à vous. Vous pouvez répondre aux différentes questions qui ont été posées. Ensuite, voilà, faire une conclusion. Bon, vu qu'il nous reste à peine 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je pense que les 4 ou les 3 dernières questions se recoupent sur la question de la participation citoyenne, de la participation politique des personnes handicapées. Parce que nous sommes entièrement d'accord avec Chantal pour dire qu'il faut que les personnes handicapées investissent les centres de prise de décision. Il faut qu'ils les investissent. Parce que si on est présent là-bas, si on nous oublie, on pourra dire, voilà, vous êtes en train de nous oublier. Mais s'il n'y a personne pour leur rappeler ça, nous serons toujours, nous continuons toujours à être oubliés. Et sur ce plan précis, je voudrais rappeler une expérience du Sénégal. Quand donc, nous avions un intéressant programme avec un partenaire sur la participation politique et citoyenne. Et pour arriver à bien argumenter notre plaidoyer, nous avons été observateurs lors des élections de 2017, de 2019. Et en fait d'observateur, comme j'avais l'habitude de dire, c'était peut-être pas pour voir si le bureau de vote a ouvert à l'heure ou si voilà, le président était neutre ou si l'encre était indélébile. Mais nous, notre préoccupation, c'était d'auditer en réalité le niveau d'accessibilité de ces bureaux de vote pour garantir une bonne participation des personnes handicapées. Et cet audit, justement, nous a permis de produire un rapport dans lequel on avait fait des recommandations, environ 8 ou 9 recommandations importantes pour améliorer la participation citoyenne et la participation politique des personnes handicapées. Et à l'époque, heureusement, on venait juste de lancer le dialogue politique au Sénégal. Et nous avons pris part à ce dialogue politique, durant lequel nous avons exposé les difficultés que les personnes handicapées rencontraient à participer et les recommandations que nous avions faites. Et cela a eu comme conséquence la prise en compte de l'essentiel des recommandations dans le nouveau code électoral sénégalais. Sauf une recommandation importante, c'est qu'au Sénégal, il y a la parité, la loi sur la parité, qui exige que les élections de liste, il faut une parité entre hommes et femmes. Nous avons dit, il faut aussi prendre une disposition légale pour que pendant les élections de liste, que dans chaque liste, les 10 premières personnes, qu'il y ait 2 personnes handicapées, de type de handicap différent et de sexe différent. Si cette disposition était passée, aujourd'hui, forcément, quelle que soit la liste, il y aurait des personnes handicapées. Mais cela a rencontré le refus un peu des partis politiques qui ont préféré qu'on reporte cette question à une prochaine fois. Donc, les discussions continuent à ce niveau. Mais tant que les personnes handicapées ne sont pas là où les décisions se prennent, elles continueront à être oubliées.
Et je crois que j'ai lu une proposition de Mme Kounagay que j'ai vue sur le panel. Il faut effectivement une alliance entre les organisations de personnes handicapées, les partenaires, pour continuer à mener le plaidoyer. Il faut faire un plaidoyer. Il faut argumenter. Et les arguments existent. Ils sont là. Ils ne manquent pas et ils sont pertinents. Il faut veiller à ce que les personnes qui doivent être sensibilisées le soient. Sidibé, je ne sais pas si je dois en profiter pour conclure en me concernant. Voilà. Donc, je voudrais vraiment encore une fois renouveler mes remerciements à l'ASPAC pour cette initiative importante. Je crois que vous avez compris que la question, elle est importante. Vous avez compris également l'intérêt que cela suscite. Je crois que nous aurons certainement d'autres thèmes liés au handicap au niveau de l'ASPAC. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir associés à cette réunion. Je voudrais également remercier beaucoup d'acteurs du handicap très engagés au Sénégal, mais également à travers l'Afrique, qui ont pris part à cette rencontre. Je parlais tout à l'heure de M. Ayassou, qui est au Togo, qui est un grand leader africain des personnes handicapées. On a parlé de Marcel, j'ai vu Aïssatou Chérif Balde de la Guinée, de Madame Dieye Ndaïdagege également, qui est une icône de la lutte pour la promotion des femmes handicapées en Afrique. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, en tout cas, tous ceux qui ont pris part. Hein, j'ai vu également le président Savaret, également, qui n'a pas pris la parole, mais qui a suivi. Madame Maguenbo également, qui est intervenue depuis la France. Hein, Madame Makalendoy également, qui a fait des contributions importantes, des contributions écrites que nous avons lues. En tout cas, je voudrais rassurer tout le monde que toutes les questions écrites ou toutes les propositions écrites ont été notées. Également, Moussa Souley, que je vois, qui nous suit depuis le Niger, hein, Madame Ouro de la Mauritanie, tous ceux qui ont vraiment bien voulu participer à ce panel et qui ont eu l'amabilité d'apporter leur contribution. Je pense que M. Sidibé également, je vous remercie. Je remercie le laboratoire et je voudrais vraiment que le laboratoire continue sur cette lancée, sur d'autres thèmes. En ce qui nous concerne, nous sommes toujours disposés et disponibles à vous accompagner parce que ce que vous faites, c'est important pour nous, c'est important pour la communauté des personnes handicapées. Merci beaucoup. D'accord. Bon, je rappelle que je fais ma thèse sur la protection des personnes handicapées au Sénégal et je suis allocataire de recherche au niveau du LASPAC pour dérouler un programme de séminaire concernant la question du handicap. Donc, chaque mois, nous allons organiser un séminaire sur un sujet très bien précis qui concerne la situation des personnes en situation de handicap. Et je rappelle aussi que ce séminaire est enregistré et sera disponible sur YouTube pour ceux qui voudront le revoir encore. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence et votre participation active à ce séminaire. Les échanges riches et les perspectives partagées aujourd'hui ont permis de mieux comprendre les réalités complexes vécues par les femmes et les filles en situation de handicap confrontées à une double discrimination. Ce séminaire rappelle l'importance de penser des réponses inclusives à la croisée des enjeux genre et handicap. Nous espérons que ces réflexions continueront d'alimenter nos travaux, nos engagements et surtout nos actions concrètes sur le terrain. Au nom du LASPAC, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le mois d'octobre, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Fall, d'avoir accepté d'être notre invité pour ce séminaire.
riche en enseignements et en exemples. Merci beaucoup. À très bientôt.